je suis Jean-Philippe Lesage, je suis architecte sécurité et je serai accompagné de Caddy, Samuel et Pascal pour présenter les nouveautés cybersécurité. Cette session va être enregistrée. Par contre, l'enregistrement, vous n'y aurez pas accès directement dans le Teams parce que pour des questions de RGPD, en fait, on doit faire un petit peu de ménage et sanitiser avant de pouvoir le mettre sur le YouTube partenaire. Dans la playlist sécurité, on vous mettra le lien juste après. Bon, il faudra un peu de temps, hein, le temps qu'on puisse faire le ménage dedans. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera disponible. Voilà. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il te plaît? Pour les formations partenaires, vous savez où on les trouve. Ça, c'est le catalogue avec toutes les formations disponibles et pas seulement les formations sécurité. Pour les formations sécurité, on en parlera un tout petit peu après la première partie de la session. Suivant. Et au niveau de l'agenda, eh bien, en fait, c'est comme la dernière fois. On aura la chance aujourd'hui d'avoir un retour d'expérience, non pas sur MDI comme la dernière fois, mais sur Microsoft Sentinel. Ensuite, on parlera de Defender for Cloud, de sécurité Azure, de Sentinel, d'identité, de protection contre les menaces et de protection de l'information. Voilà un petit peu le planning pour ce matin. On essaiera de se faire une petite pause, peut-être même un peu plus longue que la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était bien chaud. Et puis, je vais laisser la main à nos amis qui vont nous faire le retour d'expérience Microsoft Sentinel. À vous, Étienne et Daniel. Merci Jean-Philippe pour cette introduction. Donc bonjour à tous, Daniel Pasquier, je suis à l'avant-vente chez Microsoft sur les sujets liés à la cybersécurité, donc tout ce qui est sécurisation des identités, des données, avec, si vous étiez présent la dernière fois, vous le savez déjà, avec un domaine de prédilection lié à la protection de l'Active Directory. J'ai eu l'opportunité sur une dizaine d'années de travailler sur des reprises de contrôle d'AD compromis, mais aussi sur la sécurisation de l'AD, donc plus de façon proactive, sur l'hygiène de sécurité, la détection des attaques, et aussi évidemment avec la solution Microsoft Defender for Identity. Et puis je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui sur le sujet Microsoft Sentinel. Étienne, je te laisse te présenter si tu veux. Oui, bonjour à tous, Étienne Noiret. Donc, je travaille aussi comme ingénieur avant-vente chez Microsoft sur les sujets de cybersécurité. Pas moins de 5 ans maintenant chez Microsoft, spécialisé sur toutes nos solutions Defender et aussi un gros focus sur la partie Sentinel. Merci Étienne. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on vous propose en retour d'expérience dans une première partie, c'est les informations liées à la connexion d'un Active Directory à Sentinel. Récupérer des données de l'Active Directory dans un SIEM, Microsoft Sentinel évidemment si possible, hein, c'est vraiment une préoccupation pour nos clients puisque ça permet de récupérer un certain nombre d'informations, de pouvoir faire des investigations avancées comme de la chasse proactive par exemple, hein, quand on a récupéré des events de sécurité, de détecter également des menaces spécifiques, peut-être en complément d'une solution de sécurité en place déjà hein, pour détecter les menaces, d'identifier également des gaps de sécurité liées, je sais pas, à l'utilisation problématique de configuration, utilisation de cipher ou de protocoles qui sont faibles. Aussi, encore un autre cas de figure, d'avoir des données de sécurité liées à l'Active Directory dans un SIEM, c'est de pouvoir faire des analyses forensiques post-compromission. Alors, comme vous le savez, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la diapositive, hein, on a 2 connecteurs disponibles par défaut dans Microsoft Sentinel. Alors, évidemment, ces connecteurs-là, ils ne sont pas dédiés à l'Active Directory, hein, ils ne sont pas dédiés au domaine controller, mais ils sont évidemment tout à fait adaptés et utilisables. Le premier, c'est Windows Security Event Data, donc qui nécessite l'installation de 2 agents, donc le Azure Monitor Agent et le Azure Arc Agent, si la machine n'est pas une machine VM dans Azure, hein, si elle est on-premises, ce qui est quand même assez souvent le cas, on va dire, pour des domaines contrôleurs. Donc, on doit installer 2 agents dessus, sur chacun des DC, pour pouvoir remonter tout ou partie pardon, des events de sécurité dans Sentinel. Une autre approche, alors ça peut être adapté quand on a quelques domaines contrôleurs. On a des clients qui l'ont déjà installé hein, dans cette configuration-là.
Mais on doit avouer que quand même l'approche privilégiée ou préférée par nos clients est plutôt une approche avec le second connecteur, celui qui s'appelle Windows Forwarded Events. Donc c'est une approche qui est privilégiée parce que elle permet de passer par le biais d'un proxy. Alors, plutôt qu'installer deux agents, donc l'Azure Monitor Agent plus l'Azure Arc sur des machines on-premises, donc des domaines contrôleurs, sur chacun des domaines contrôleurs, eh bien, on passe par un genre de proxy, qui est le Windows Event Collector, le WEC, et qui, lui, va par contre faire l'interface. C'est lui qui va récupérer tous les events de sécurité et les forwarder vers le Log Analytic Workspace sur lequel s'appuie Microsoft Sentinel. Donc, rien installé sur les DC. On a juste une GPO à configurer pour descendre des informations liées au fait qu'on va activer le Windows Event Forwarding, donc le WEF, qui est un composant déjà dans l'OS. C'est pas quelque chose qu'on vient installer en plus, c'est présent. Puis c'est une techno qui est là depuis des dizaines d'années. Enfin, peut-être, oui, des dizaines, peut-être. Enfin, en tout cas, depuis longtemps. Et qui va permettre donc de dire au domaine contrôleur, bah, vous poussez par exemple un certain nombre d'events vers un serveur, un ou plusieurs serveurs dans l'Active Directory, enfin dans la on-premises, donc les WEC, les Windows Event Collector, qui peuvent être un serveur membre, et sur lequel cette fois-ci, sur ce serveur-là qui joue le rôle de proxy, on aura installé l'Azure Arc et l'Azure Monitor Agent. Lui, il va transmettre cette information dans le Log Analytic Workspace. Voilà, donc ça, c'est la seconde approche est quand même largement privilégiée par nos clients. Si on prend l'exemple du premier connecteur, sachant que la logique étant tout à fait la même pour le second, vous allez avoir, donc quand vous cliquez installer le connecteur, vous allez avoir cette interface-là. Vous allez cliquer ici sur Create Data Collection Rule, donc des DCR, des Data Collection Rules. Sachez que vous pouvez en créer plusieurs. Ici, on va prendre l'exemple d'une, mais on peut concaténer plusieurs Data Collection Rules. Donc, quand on sélectionne une Data Collection Rule pour la créer, vous allez donc devoir spécifier les ressources, c'est-à-dire spécifier quelles sont les machines sur lesquelles on va récupérer l'information. Donc, notamment nos serveurs WEF, WEC, pardon, les Windows Event Collector. Et puis après, vous allez définir quel type de données ou quelle spécificité vous allez récupérer. Donc évidemment, idéalement, si nos clients ont les moyens, on récupère, et puis si la volumétrie n'est pas trop importante, on récupère tous les événements de sécurité. Comme ça, on a vraiment la totalité, on est capable de pouvoir faire toutes les investigations dont on a besoin. Une autre approche pour pouvoir, quelque part, limiter la volumétrie des données, donc le prix associé à cette ingestion, on peut passer sur du common. Là, sur common, alors, à titre indicatif, vous voyez, ça représente à peu près 180 types d'events qu'on va récupérer. C'est un bon équilibre pour récupérer pas mal d'informations sur la capacité de détection, également sur l'hygiène. On a une approche plutôt minimale. Alors là, c'est une trentaine d'events, peut-être un peu plus. Donc là, c'est vraiment le rudimentaire pour détecter quelques menaces, des indicateurs de menaces. Et puis, on a une partie custom ici. Donc la partie custom, là, c'est le type d'event que vous voulez. Par exemple, ici, avec la syntaxe XPath, que vous voyez ici, dans l'event de sécurité, pour ce qui est source system event ID 4688, je souhaite récupérer le process name égale cmd.exe dans système 32. Donc voilà, on est vraiment sur des choses spécifiques. Évidemment, je peux rentrer plusieurs règles à l'intérieur, 20 expressions, on parle ici par box. Donc là, on récupère de façon chirurgicale, si je puis dire, des informations dont on a besoin, des events spécifiques. En complément, peut-être une data collection rule qui serait de type common. Je peux créer une common où j'ai déjà les 180 et je rajoute des éléments spécifiques dont j'ai besoin à l'intérieur. Sachant qu'ici, je vous ai mis dans la slide qui vous sera partagée, je suppose, les events, les recommandations en termes d'events. Qu'est-ce qu'on doit récupérer comme event? Qu'est-ce qui est essentiel? Quel est le tronc commun pour tous les clients? Puis après, il y a des choses spécifiques par rapport à chaque client, mais quel est le tronc commun pour des détections de signes de compromission et autres. Donc là, vous avez ces informations qui sont disponibles ici. Pour valider votre XPath ici, et que vous n'ayez pas de problème d'ingestion de données, vous pouvez très bien reprendre votre requête que vous mettez ici, vous utilisez une variable ici, vous utilisez la commande let qui est spécifiée ici, et si sur votre domaine contrôleur, quand vous exécutez ça, vous obtenez un résultat, ça veut dire que la commande ici, vous voyez l'XPath que j'ai spécifié ici, qui est reporté dans ma data collection rule, elle est bonne, pas de souci. Juste pour information, le XPath, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce que vous avez déjà dans les events vwr.msc. Quand vous ouvrez un event viewer, le XML pass, là, c'est ça. On retrouve exactement la syntaxe qui est ici et qu'on a juste au-dessus.
Donc voilà, c'est rien de nouveau, il faut se familiariser avec. Je vous ai mis un petit exemple ici sympa. Donc, par exemple, si vous voulez récupérer toutes les events critiques, erreurs, warning, bah, voilà, c'est tout simplement level 1, 2 et 3. Et puis, éventuellement, vous ne voulez pas récupérer, donc, prenez l'expression ici, l'event 6. Bon, c'est un exemple, hein, mais c'est quand même très granulaire, on va dire, à utiliser. Et une fois que vous avez finalisé vos data collection rules, bah, vous avez votre table Security Event dans Microsoft Sentinel qui est renseignée. Et là, cette simple requête nous liste les types d'events et le nombre d'events par type d'event qui ont été collectés. Donc après, on fera nos requêtes évidemment sur la table Security Event. Comme vous le savez, quand on a des connecteurs, eh bien, on a aussi ce qui accompagne les connecteurs, c'est les dashboards qu'on appelle ici des workbooks. On a des query samples et puis on a des règles analytiques qui sont disponibles. Alors, on l'a dit déjà en préambule, mais ces éléments-là ne sont pas dédiés à un domaine contrôleur. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont appropriées et qui sont utilisables. Par exemple, au niveau du dashboard, moi j'aime bien ce dashboard-là qui permet dans le Security Event Explorer d'avoir au fil de l'eau la liste des events qui sont collectés, et puis après de pouvoir coupler ici, dire bah, je vais avoir de la visibilité sur les données que j'ai récupérées dans mes tables Security Event. Bah, je peux très bien dire que sur tel device, pour tel compte, alors là, je n'ai pas récupéré que des events de domaine contrôleur, hein, parce que oui, j'ai du SQL dans l'exemple ici. Mais ici, par exemple, j'ai un domaine contrôleur, donc pour tel domaine contrôleur, pour tel user, telle adresse IP, quel est le process, voilà, on peut trier, voire avoir une certaine visibilité. C'est un exemple de dashboard, évidemment, on peut en créer d'autres qui sont plus adaptés. En tout cas, ces éléments-là, ils sont disponibles sur étagère, hein. Donc, vous avez juste à vous servir, à les récupérer sans plus d'action. En ce qui concerne les règles analytiques, moi j'aime bien 2 là, minima, ou 3 qui sont sympas. Par exemple, le admin as the holder, c'est un container très sensible dans l'Active Directory. Donc si vos clients ont configuré l'audit associé à la modification de ce container-là, bah, dans la table Security Event, on va récupérer potentiellement un event 5136 qui va nous donner un résultat. Donc cette règle, elle tourne toutes les heures pour voir si éventuellement il y a une modification au niveau de ce container cn égale admin as the holder, qui est un container très sensible dans l'AD. Et si on obtient un résultat, on déclenche une alerte à l'incident. Pareil, hein, pour celle-ci, pour le non-domaine controller Active Directory Replication, bah, on a une liste de décès connue. Si on voit qu'il y a une machine qui n'est pas dans cette liste-là, qui tente de répliquer l'Active Directory, bah, sauf si c'est prévu, organisé et qu'on sait pourquoi, sinon il y a un problème, hein. C'est probablement quelqu'un qui tente de faire du golden ticket et qui préalablement récupère une copie de la partition Active Directory pour extraire des hashes de mots de passe, peut-être celui du CARB TGT. Donc voilà, des choses pareilles qui sont complètement disponibles sur étagère sans action de votre part. Après, évidemment, ce que vous avez là, vous pouvez les personnaliser, vous créez vos propres requêtes KQL. La communauté aussi est là pour pouvoir fournir un certain nombre d'informations et d'exemples. Dernier point que je voulais partager avec vous avant de laisser la parole à mon collègue. Vous avez des clients évidemment qui ont des solutions de sécurité comme Microsoft Defender for Identity. Donc toute l'intelligence de détection des alertes, elle est déjà embarquée dans ces solutions. Il n'y a pas besoin de créer des règles pour dire alors si on a tel event et tel event couplé avec telle information, alors c'est telle attaque. La MDI va plus loin, il ne s'appuie pas que sur des alertes du security event, hein. On va inspecter l'activité réseau, on va inspecter plein de choses qui permettent de créer l'intelligence et donc de déterminer des patterns, enfin, ou des modèles d'attaque. Donc MDI fournit des alertes. Ces alertes-là, si nos clients ils ont déjà MDI, eh bien vous pouvez les ingérer dans Microsoft Sentinel, c'est gratuit. Donc il n'y a même pas de question à se poser, forcément, de facto, dans tous les scénarios, on va ingérer les alertes Microsoft Defender for Identity. Après, se pose la question des tables. On a des raw data, des données brutes fournies par MDI qui sont stockées dans un certain nombre de tables qui sont listées ici et qui peuvent être pertinents à ingérer dans Sentinel, notamment si vous l'incluez dans des règles analytiques. Dans tous les cas, ces tables, elles sont toujours disponibles et incluses dans le prix, donc sans coût supplémentaire, dans le portail security.microsoft.com, donc dans Microsoft 365 Defender, dans l'Advanced Hunting, AH. Donc, en fonction du choix de la gestion, si c'est du full security event, bah, probablement il n'y aura pas besoin d'ingérer les données brutes de MDI. Si c'est du minimal, bah, peut-être que ça fait sens. Voilà. Après, il faut voir s'il y a du XPath qui est utilisé ou pas. S'il n'y a rien qui est utilisé, si on n'a pas d'AMA, bah, là, donc de Azure Monitor Agent, donc là, ça fait sens de récupérer peut-être les deux. Sachez juste, et ça sera le mot de la fin pour moi, AMA,
donc Azure Monitor Agent, on récupère une copie conforme de l'event. C'est tous les bits, tous les éléments, c'est une copie conforme qui est prise de l'event sécurité et qui est mis dans le log analytics pour Sentinel. Dans MDI, c'est une activité, donc c'est un élément partiel et même couplé. On a déjà un travail de corrélation. C'est quelque chose de beaucoup plus léger en termes de volumétrie. Donc ça peut être un compte qui est désactivé en termes d'activité, un groupe, une appartenance à un groupe qui a bougé, ou un changement d'attribut, par exemple. Et ça, j'avance juste un petit peu, en termes de volumétrie, c'est beaucoup plus léger. Vous voyez ici, j'ai mis une requête KQL. Pour l'event sécurité, donc tout ce qui est dans la table security event, j'ai cette volumétrie en termes d'information. Pour ce qui est des éléments fournis dans des tables ci-dessous, qui sont des données brutes fournies par MDI en l'occurrence, j'ai 94 fois moins de données qui sont listées ici, en termes de volumétrie, hein. Donc il y a un ratio qui est quand même conséquent entre les deux. C'est beaucoup plus léger dans les tables alimentées par MDI, mais c'est aussi moins précis, il y a moins d'informations évidemment. Voilà, je suis évidemment à votre disposition a posteriori s'il y a des questions ou des sujets que vous souhaitez aborder. Merci en tout cas pour votre attention et je la passe la main à mon collègue Étienne. Merci Daniel. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'avais prévu pas mal de choses, mais le temps file. Le premier Rex que je voulais vous faire, qui est plus un rappel en fait, si vous n'avez pas déjà vu, il y a quelque chose à côté duquel il ne faut vraiment pas passer si vous avez des clients qui ont du SAP chez vous. C'est le, le connecteur, enfin la solution Sentinel pour SAP, qu'on retrouve dans le Content Hub, qui est vraiment hyper intéressante et qui permet de détecter des menaces comme des élévations de privilèges, des exécutions de transactions sensibles, des changements de paramétrage, de l'exfiltration de données ou des anomalies de fonctionnement. On se rend compte que souvent, les SOC ne supervisent pas forcément directement ces activités-là, parce que ça nécessite des compétences dans SAP et on délègue du coup aux experts SAP la sécurité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors, je vous pousse aussi quelques docs dans le chat. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Globalement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit un conteneur Docker avec une image préinstallée. On l'installe proche du système SAP. Alors, le système SAP, il peut être on-premise, il peut tourner dans Azure, il peut tourner chez un autre cloud provider, peu importe. Et tout simplement, avec les API RFC et BAPI de SAP, on vient consommer cette donnée qui remonte dans Sentinel. Donc, on vous fournit sur étagère une soixantaine de règles analytiques, des workbooks, des règles de hunting, et puis vous avez dans les Logic Apps, vous avez un connecteur SAP qui permet aussi de faire éventuellement de la remédiation en automatique. Voilà, donc ça c'est un truc qui peut être vachement bien pour pousser du Sentinel chez un client qui aurait du SAP. Deuxième sujet sur lequel je voulais vous parler, c'est la partie normalisation. Donc vous savez que c'est important quand on collecte de la donnée, de pouvoir la normaliser. Donc par défaut, en fait, vous avez beaucoup de données qui arrivent via des connecteurs génériques dans des tables génériques. Ça va être le cas parce que décrivait tout à l'heure Daniel, là, avec les security events. Vous avez le cas aussi avec tout ce qui est syslog ou CAF qui arrive dans Common Security Log. Et l'idée, c'est de pouvoir normaliser cette donnée pour pouvoir, après je vous montrerai l'objectif, c'est de pouvoir faire des règles de corrélation qui ne sont pas dépendantes du format de la source. Donc, à terme, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on normalisera directement dans des tables, dans des schémas qu'on a définis, les données au moment de la collecte. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des parseurs sous la forme de KQL. Donc, on a des parseurs qui sont propres à chaque source de données qui permettent de venir faire rentrer la donnée dans un schéma, donc au runtime. Et puis après, on a des parseurs qui sont simplement des unions de ces parseurs-là et qui viennent nous rendre quelque chose de générique. Et donc ça permet d'avoir ensuite des règles sur étagère qu'on va pouvoir utiliser, quel que soit le format de la donnée. Et si on change un firewall X pour un firewall Y, en fait, on n'aura pas à changer toute la propriété intellectuelle, toute l'IP qu'on a développée par-dessus. Alors, un exemple que j'ai eu dans un cas concret, un client qui voulait tester le firewall checkpoint lors d'un POC.
Firewall Checkpoint, en fait, il s'attend à ce que on paramètre au niveau de la source que le formatage se fait en CEF. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est clé égale valeur pipe, clé égale valeur pipe, etc., en fait, c'est déjà pré-dispatché par le parseur CEF de Microsoft pour aller dans des tables où on va retrouver colonne et puis les valeurs associées. Mais là, mon client, lui, dans le cadre de son POC, en fait, il n'avait pas la possibilité de changer l'export. En fait, on se pluguait sur une collecte existante. Et l'export, tel qu'il était fait, il était en syslog. Donc, avec une grande chaîne de caractères qui n'était pas celle qui était attendue par le parseur natif. Donc, du coup, en fait, on se retrouve avec des données qui arrivent dans la table syslog et puis cette grosse chaîne de caractères ici qui n'est pas préparsée. Et donc, du coup, le contenu sur étagère ne fonctionne pas tel quel. Donc ça, c'est un bon moyen de regarder comment on peut faire pour renormaliser ça. Donc vous avez dans GitHub les parseurs qui existent, les parseurs ASIM. Donc vous pouvez les importer en masse ou individuellement. Donc là, par exemple, on importe les parseurs Network Session. Ça vous rajoute toutes ces fonctions KQL. Donc ici, ASIM, Network quelque chose, qui se rajoutent dans votre workspace. Et puis du coup, en fait, on peut voir qu'il y a déjà, enfin, indépendamment de ça, hein, des règles analytiques donc les dernières qu'on développe, qui se basent sur ce modèle de données. Donc par exemple, ici, vous avez une règle qui est un scan de port qui utilise justement cette règle, ce parseur IM Network Session, et donc qui va voilà, regarder si on n'a pas eu plus de 50 scans sur différents ports dans un laps de temps de 5 minutes donné. Et donc celle-ci, elle est complètement indépendante de tout ce qui se trouve en dessous. Vous avez d'autres règles, entre guillemets, plus anciennes, donc par exemple, si on fait un filtrage sur Checkpoint, qui, elle, continue d'utiliser la table Common Security Log avec, voilà, avec des choses qui sont potentiellement plus complexes. Il faut aller chercher des colonnes et éventuellement parser le contenu des colonnes, etc., pour tester ce qu'on veut tester. Quand on regarde le contenu du IM Network Session là, que je vous montrais tout à l'heure, en fait, on se rend compte que c'est une union pardon, ici, une union entre une suite de parseurs built-in, donc ça c'est Microsoft qui les fournit, et puis potentiellement des customs que vous pouvez créer. Donc c'est ça qu'on viendra modifier tout à l'heure. Et dans les built-in, c'est lui-même une union ici de tout un tas de parseurs qu'on fournit. Et donc là, vous allez retrouver du parseur Amazon, du Firewall, du Network Security Group, du Cisco, du Defender, etc., etc. Donc c'est toutes ces parseurs-là qui sont fournis sur étagère et qui sont euh, utilisables au travers de cette fonction générique IM Network Session. Donc vous, si vous avez besoin un jour de faire votre propre parseur, il faut partir sur ce modèle-là. Donc il faut regarder quel modèle de données qui est attendu au niveau ASIM. Donc ici, là, on est sur la partie réseau. Et donc, il faut écrire quelque chose qui a cette tête-là. Donc ça, c'est celui qui est fourni nativement euh, euh, et qui s'attend par contre à ce que les données soient déjà en CEF, donc dans la table Common Security Log, et qui vient, vous voyez, faire des project rename, des extends pour ajouter des nouvelles colonnes, et puis qui calcule des choses pour normaliser non seulement le nom des colonnes, mais aussi les valeurs. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui mette du 0, 1, l'autre du true, false, etc., ou du yes, no. Il faut que tout soit normalisé au niveau du modèle de données. Donc, quand vous faites votre propre parseur, ici, moi, je vais taper du coup dans syslog et puis je fais un peu le même travail. Je calcule dynamiquement mes colonnes et puis je vais extraire pour le contenu, à coup d'expression régulière, les valeurs qui vont bien dans la grosse chaîne de caractères qui était le syslog message que j'avais. Et donc, normalement, ça donne des choses comme ça. Vous avez des fonctions qui sont réutilisables que vous pouvez utiliser que vous pourrez réutiliser dans vos développements. Donc, par exemple, ici, une fonction qui permet de faire le mapping entre des codes et puis les protocoles réseau. Et donc, derrière, une fois qu'on met à jour le parseur, une fois qu'il est prêt, il faut lui rajouter une série de paramètres en entrée, pardon.
potentiellement aussi utiliser ces paramètres à l'intérieur de la fonction du parseur. Et puis on sauve ça sous la forme d'une fonction KQL. Il faut aussi rajouter les paramètres de la fonction à la main, donc il faut faire deux fois le travail. Et donc une fois que ça a été fait, bah, cette fonction, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la tester. Donc elle doit vous donner les bonnes données formatées comme attendu. Vous pouvez la tester aussi avec des paramètres, go de 2 days now par exemple. Et puis ensuite, il faut venir la référencer. Donc, vous créez le IM Network Session Custom dont on parlait tout à l'heure, celui qui est listé dans le Union s'il n'existe pas déjà. Et à l'intérieur, vous faites appel à votre propre parseur ou union de vos propres parseurs. Et donc, du coup, bah, à la fin, en fait, que vous utilisiez votre propre parseur ou le parseur générique fourni par Microsoft, eh bien, vous devrez retrouver le même résultat. Est-ce que j'ai encore le temps de couvrir mon dernier sujet? Ouais, voilà, j'ai été suffisamment vite. Normalement, il me reste 5 minutes. Dernier sujet que je voulais couvrir avec vous, c'est l'utilisation de Playbook. Donc, pour tout ce qui est réponse à incident. Donc, c'est quelque chose qu'on met souvent en avant aussi dans Sentinel, hein, puisque vous avez cette fonction qui est fournie nativement. Euh, Alors, les playbooks, en fait, vous pouvez quand vous les créez, ils peuvent être déclenchés par un incident, ils peuvent être déclenchés par une alerte, ou maintenant vous pouvez les déclencher aussi sur des entités. Donc là, ce sera plutôt des déclenchements manuels, faire un clic sur une entité, donc une machine, un utilisateur ou autre, et dire je veux déclencher un playbook pour venir par exemple enrichir un certain nombre de choses. Alors n'oubliez pas que les playbooks, vous avez des templates qui vous sont fournis sur étagère. Donc, je vous engage, si vous n'avez pas déjà fait, à aller regarder un petit peu tous les templates qui existent et la manière dont ils sont codés pour vous en inspirer. Ici, vous avez un exemple où, sur un incident, on peut déclencher un playbook à la main. Les playbooks, vous pouvez aussi les déclencher en les mettant comme paramètres des règles de corrélation. Donc, dans le wizard qui permet de créer une règle de corrélation, vous avez cet onglet Automated Response où vous pouvez venir sélectionner des règles d'automatisation, c'est encore un autre principe, et puis des playbooks. Et donc, ces playbooks qui peuvent servir soit à enrichir les incidents, pour qu'au moment où les analystes les prennent en compte, ils soient déjà prêts, ou soit venir automatiser la réponse à incident quand on a cette capacité. Ici, vous avez un autre exemple de déclenchement d'un playbook qui se fait via une règle d'automatisation. Donc, les règles d'automatisation, elles permettent de rentrer tout un tas de critères. Donc, ici, vous faites vos ifs and else pour préciser les critères qui doivent donner lieu à les déclenchements d'un ou plusieurs playbooks. Et donc à la fin, quand les playbooks ont été déclenchés, si c'est un playbook qui a par exemple qui est venu rajouter de la donnée sur l'incident, faire l'enrichissement de données, en cliquant par exemple dans un incident sur l'onglet Activity Log, ici vous avez un playbook qui est venu rajouter tout ce qui est information de risque utilisateur par rapport aux entités qui sont impactées par cet incident, et ça évite, par exemple, à l'analyste d'avoir à aller chercher cette information tout seul. On peut aller chercher dans Virus Total des IOC, tout un tas de choses de manière complètement automatique. Ici, vous avez un autre exemple d'un playbook de réponse à incident qui serait pour gérer un voyage impossible. On récupère l'utilisateur impacté, on récupère dans Azure AD son manager, on pose une question au manager avec des boutons, oui, non, je ne sais pas. Et en fonction de la réponse du manager, eh bien, soit on va fermer en automatique l'incident en rajoutant un commentaire, ou soit on va dire qu'il faut continuer l'investigation. Et donc ça permet de gagner du temps et d'embarquer les parties prenantes pour la réponse à incident. Voilà, et donc pour terminer sur ce sujet, au niveau du développement de vos playbooks,
vous verrez sur chaque étape de Playbook, vous avez un petit truc avec 3 petits points là-haut. Et dans les 3 petits points, vous avez ce truc qui s'appelle Configure Run After. Donc ça vous permet de coder proprement ici les cas d'exception. Donc si vous avez une erreur, si vous avez un timeout, ce genre de choses. Donc faites des branches pour coder proprement vos playbooks et tenir compte des cas d'exception. Factoriser, une fois que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, vos codes en fonction utilisables. Et si vous avez par exemple un get add user risk info là, qui a été codé et qui est réutilisé plusieurs fois sous forme d'une fonction. Donc ça permet d'avoir des choses, de faire votre propre bibliothèque et d'avoir des choses réutilisables. Et puis bien entendu, les playbooks, faites-les tourner sur ce qu'on appelle une System Assigned Identity et pas sous l'identité d'un utilisateur en particulier pour avoir quelque chose de générique. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et je laisse la main à la personne suivante. Eh bien, merci beaucoup, Étienne et Daniel, c'était très intéressant. Je vous engage aussi à suivre Étienne, comme vous suivez Daniel et Yougoslav. Les amis, n'hésitez pas à leur transférer aussi. Il y a aussi Samuel qui fait de belles choses et un bon cursus sur Microsoft Purview. Il y a un premier cursus qui doit être pratiquement fini, je pense. Il y a peut-être du SVS Experts ou des choses comme ça qui n'étaient pas forcément faites. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce cursus complet, ou si vous avez loupé, vous étiez inscrit à la première partie, mais vous avez loupé une session, eh ben, inscrivez-vous à la même session sur la seconde partie du cursus. Donc, vous avez toutes les dates ici, vous avez tous les liens pour vous inscrire, profitez-en, et je pense qu'il en reparlera tout à l'heure lors de la partie protection de l'information. On a lancé un nouvel événement aussi, je pense que la première, c'était en novembre. Et du coup, tous les troisièmes jeudis du mois, de 11h à 12h, on fait une session un peu différente. Donc les workshops, chez nous, c'est plutôt une demi-journée. Là, ces sessions, c'est plutôt 1 heure. Et c'est pour traiter de sujets qu'on ne traite pas forcément dans les sessions, dans les workshops qu'on fait d'habitude. Typiquement, là, les dernières fois, on a traité Entra Permission Management 2 fois, on a traité MDTI et puis MDE-ASM, et c'est au mois de février où je ferai une session sur Microsoft Defender for Cloud Apps. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. C'est pour vous. Toujours les slides seront à votre disposition, évidemment. Je vous rappelle, mais je pense que ça, il n'y a pas de souci de votre côté, vous devez être au courant. Tous les bons liens de sécurité, et puis si vous voulez retrouver tous les workshops et tous les liens d'inscription et tout ce qui va bien, et toutes les choses intéressantes pour se certifier, etc., c'est dans aka.ms MySecLinks, et on s'engage à le maintenir à jour, et on tient le coup. Voilà, donc profitez-en, c'est pour vous aussi. Et on continue. Alors, il y a plein de choses. Il n'y a pas que nous qui faisons des choses, heureusement. CyberSignals, ça, je pense que vous devez être au courant depuis le temps. C'est le troisième édition de CyberSignals. Il y en avait un, c'était sur l'identité. Un deuxième, c'était plutôt sur les ransomware, si je me souviens bien. Et il y a une troisième édition qui est sortie en décembre 2022 sur, en fait, IT et OT. Donc, la surface d'attaque qui s'étend, liée à OT, IoT, et plein de bonnes informations. C'est pas très long à lire, mais c'est très intéressant. Il y a plein de bonnes informations à récupérer là-dedans. Et à chaque fois, je vous ai mis les liens pour pouvoir le télécharger. D'accord? Voilà. Alors, celui-là, il est plutôt assez connu, le Microsoft Digital Defense Report. Euh, c'est un rapport qui sort tous les ans. Alors en octobre, ou là c'est plutôt sorti au mois de novembre, ça a attendu un petit peu. Vous pouvez le télécharger, ce rapport, sur aka.ms MDDR. Et en fait, il y en a deux. Il y a deux versions. Il y a une version courte pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'informations et pas se taper les 100 pages du rapport. Et puis, il y a la version complète qui est très intéressante, avec toujours un petit peu les mêmes informations, mais un état des lieux en fait actuel sur ce qui se passe, l'état des lieux sur la cybercriminalité, sur les
problèmes d'attaque de type nation, sur les périphériques, sur l'influence aussi qu'il peut y avoir. On en parle, hein, on le voit pendant les élections, des choses comme ça, pas mal parler de l'influence qu'il peut y avoir, la cyber-influence, et ce qu'on note, ce qu'on observe en fait sur ces éléments-là, et puis une grosse partie sur la cyber-résilience. Donc n'hésitez pas à aller voir, même s'il n'y a qu'un petit élément qui vous intéresse, jetez un coup d'œil, c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet d'agrémenter aussi parfois certaines présentations. Quand vous avez des présentations à faire avec vos clients, ou à vos clients plutôt, ça peut être très intéressant d'avoir des bons chiffres, etc. Alors, un e-book. Alors celui-là, il a l'avantage d'être en français et il a été fait par des Français. Donc profitez-en. Fait par les collègues d'Étienne et de Daniel et de Yougoslave. Donc c'est un e-book orienté plutôt hardware et périphérique. Donc notamment les menaces qu'on retrouve en fait sur le hardware et notamment dans la chaîne de fournisseurs. Est-ce qu'on a un niveau de confiance suffisant dans la chaîne de fournisseurs au niveau des périphériques? Donc les attaques par supply chain, elles n'existent pas que sur les logiciels ou parce que vous allez passer par un partenaire pour attaquer un client plus important. Ça peut être aussi une attaque qui a été faite parce que on attaque le fabricant de hardware et il va y avoir quelque chose qui va être mis dans le firmware ou ailleurs, peu importe. Et donc ici, c'est intéressant de voir ce qui est fait notamment chez Microsoft et ce qui est fait au niveau de la gamme Surface. On n'en parle pas beaucoup, nous, de cette gamme Surface, mais là, c'est l'occasion vraiment de jeter un coup d'œil et de se dire, bah oui, finalement, il y a toute une chaîne de confiance qui existe et c'est intéressant d'avoir tous ces éléments pour mettre en avant l'offre Microsoft. Voilà. Après, c'est pas que ça, hein. Tous les éléments qui sont donnés sur les menaces liées au hardware, elles sont valables, quel que soit le type d'environnement, évidemment. Et c'est en français, c'est très intéressant. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai posté notamment et j'ai reposté un billet qui est très récent, qui a été fait par Vasu Jackal, qui est notre corporate vice-présidente sur la partie Security Compliance, Identity and Management. Et, euh, et là, en fait, c'est très intéressant aussi. Bon, on a une vue un petit peu plus large sur ce qui se passe au niveau de la sécurité, mais ça permet d'avoir un état des lieux peut-être un tout petit peu moins technique, mais de s'écarter un petit peu et de savoir bah, où on en est, en fait, au niveau de la sécurité chez Microsoft, ce qui se passe, ce qu'on a investi. Et en fait, on note, hein, j'ai noté deux, trois petites choses qui m'ont un peu sensibilisé. Les nouveautés cybersécurité, on le fait depuis un certain nombre d'années, hein. Comme ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que les premières fois, je faisais 45 minutes dans un Tour de France avec Stanislas et Pierre. Après, quand Pascal est arrivé, on a commencé à prendre ça ensemble. Les nouveautés, ça durait 1 heure, allez, 1h15 grand maximum. Maintenant, vous voyez que on tient sur 3 heures. On est 4 à intervenir. Donc, les investissements côté Sécu, ils sont importants aussi de ce côté-là. Et pourquoi on est 4 pour intervenir? Bah, parce que si on regarde en fait les innovations liées à la sécurité sur les 6 derniers mois, bah, il y en a 300. Donc, il faut les ingurgiter. Et du coup, on se rend compte que finalement, ben, les 180 slides qu'on a fait la dernière fois, et puis les 100 et quelques qu'on va avoir aujourd'hui, ben, effectivement, ces innovations, elles sont en grande partie dedans, et c'est pas forcément facile pour vous de les suivre, et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Donc, plus de 300 innovations, ça veut dire que ça bouge pas mal, et qu'il y a des investissements. On investit. Alors, investissement de plus de 20 milliards de dollars sur les 5 ans. Alors, les 5 ans, ils sont déjà commencés, hein, mais c'est un investissement qui est énorme. Et après, il y a combien de clients derrière qui utilisent nos solutions? En fait, on est à 860 000 clients payants, hein, de nos solutions, des entreprises. Sur Sentinel, je pense qu'on a dû passer les 20 000 ou un truc comme ça. Donc, il y a vraiment des évolutions très importantes. Et après, il y a des petits graphiques parfois qui peuvent être super intéressants aussi. Alors, il y a le nombre de clients, mais ça peut être intéressant aussi de voir le nombre de signaux qui sont traités par jour.
Donc en 2021, on était à 6 trillions. Alors attention, parce que ce sont des trillions américains. Donc trillion américain égale billion si on veut le traduire en français. Pas billion américain qui serait milliard, mais billion en français qui est 10 puissance 12 en fait, hein. Donc en français, on dit 8 billions en 2021. On est à 65 billions en 2023. Bon, après, il y a eu quelques acquisitions qui ont fait aussi peut-être qu'on a enrichi l'offre, hein, même certainement. Mais ce nombre de signaux analysés est vraiment extrêmement important et très intéressant parce que ça rentre dans tous nos produits. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, un autre élément qui peut être intéressant à noter, c'est le nombre d'attaques, hein, par seconde sur la partie mot de passe, hein. On dit souvent que oui, le MFA, c'est indispensable. Et on va même un peu plus loin après sur le phishing resistant, etc., ou résister à la fatigue ou des éléments comme ça. Mais le nombre d'attaques par seconde, il ne fait qu'augmenter aussi au niveau des mots de passe. Donc voilà, un certain nombre de choses super intéressantes à regarder. Et alors, j'ai noté une petite phrase aussi. People are now the primary attack vector. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est ne pas oublier, hein, que la partie humaine est très importante. Il ne faut pas laisser tomber les employés, il ne faut pas laisser tomber les administrateurs. Il faut les convaincre que la sécurité, c'est important et qu'ils en font part et qu'ils sont même au cœur de cette sécurité. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ce petit billet. Allez, ça dure 10 minutes à lire et franchement, c'est intéressant. Alors, on ne pouvait pas passer à côté, hein, de la partie identité, évidemment. Alex Weinert, qui est notre vice-président, lui, sur la partie identité, ben, en fait, il a posté juste après, quelques heures après, un billet très intéressant. C'est toujours intéressant ce qu'il poste, Alex. Euh, Bon, il confirme un certain nombre de choses, hein, que les attaques par ransomware, bah, c'est plutôt la finalité, hein, de ce qui se passe, et qu'avant, il y a vraiment eu de l'attaque human operated, hein, on va dire, et qui se base souvent sur des attaques sur l'identité, et tout ce qu'on retrouve après sur la prise en main des infrastructures des clients. Et sur la compromission, en fait, il y avait petite image qui était sympa sur ce qui se passe en fait au niveau des attaques sur les mots de passe, donc password spray, phishing, sur les attaques sur le MFA, la fatigue MFA. Et ça, c'est intéressant, on en parle, mais après, ce qu'il explique derrière, et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'on met en place chez nous pour contrecarrer ces attaques. Donc profitez-en, allez voir, c'est pareil, il y en a pour 10 minutes, on va dire, à lire ce petit billet, et c'est vraiment super intéressant aussi. Bon, la petite slide habituelle sur MISA, Microsoft Intelligence Security Association. Je n'ai pas regardé quand je l'avais faite pour la première fois, cette slide, mais je pense que la première fois que je l'ai faite, donc avec moins de 10 membres à cette association, une association montée par Microsoft il y a quelques années, donc pour un partenariat pour tout ce qui touche au niveau de la cybersécurité. Alors, trois grands principes, hein, là-dedans: faciliter l'intégration des différents produits, des différentes solutions, donc entre différents éditeurs. Il n'y a pas que Microsoft, hein, dans la sécurité, il y a plein d'éditeurs, c'est bien qu'ils travaillent ensemble. Donc, faciliter l'intégration, c'est un élément essentiel. Ça peut être des connecteurs, ça peut même aller plus loin, hein, même sur des facilités au niveau licensing ou des intégrations de licences disponibles dans nos produits, par exemple. C'est aussi partager l'information qu'on peut avoir, la connaissance qu'on a sur les attaques, et puis faire que les solutions soient plus visibles, les solutions globales soient plus visibles. Donc ça, c'est le premier point, et ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, éditeur de solutions de sécurité, et c'est les premiers qui ont rejoint, en fait, cette association. Maintenant, cette association, elle est aussi ouverte, et ça, c'est intéressant pour vous aussi, parce qu'il y en a un certain nombre dans le call qui sont MSSP, donc qui poussent des services managés de sécurité sur des solutions Microsoft.
Et donc, il y a certains de ces partenaires MSSP qui sont membres aussi MISA. Il y en a quelques-uns en France aussi. Donc, à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 300 membres et dont la plus grande partie reste quand même des éditeurs. Donc, voilà. Et puis après, il y a évidemment des explications sur les intégrations qu'il peut y avoir et pour la partie MSSP, les offres de services qui sont disponibles, ce qui permet de mettre en avant nos partenaires les plus pertinents. Alors, je vais faire la partie Defender for Cloud. Bah, vous verrez qu'elle va aller vite par rapport à la dernière fois. Faut dire que la dernière fois, on avait pris particulièrement cher sur Defender for Cloud, avec pas mal de nouveautés qui sont arrivées et des previews qui sont sortis au moment d'Ignite l'année dernière. Bon, ces previews, pour la plupart, elles sont toujours en route, hein. Donc, il faut un petit peu de temps pour les digérer et puis pour les faire évoluer et puis pour qu'elles passent en VA, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de choses sur la partie Defender for Cloud actuellement. Par contre, il y a des évolutions, en fait, sur ces fameuses previews. Elles vivent leur vie, en fait, elles évoluent jusqu'au moment où elles seront GA. Et notamment sur la partie gouvernance, bah, en fait, on avait vu la dernière fois qu'il y avait un nouveau plan, hein, un nouveau plan Defender CSPM, Cloud Security Posture Management, avec un certain nombre de choses, hein, avec la timeline, avec les chemins d'attaque, par exemple. Et en fait, dans ce plan CSPM, on va voir la partie gouvernance qui va être disponible aussi. Du coup, en fait, maintenant, cette partie gouvernance, elle nécessite ce plan CSPM. Donc, si vous voulez utiliser la partie gouvernance maintenant, il faut activer le plan CSPM. Sur tout ce qui était fait auparavant, qui était déjà prêt avant ce plan, ça reste. Mais pour tout ce qui est nouveau maintenant, il faut le plan CSPM pour pouvoir le faire. Pour l'instant, il est gratuit. Puisque c'est encore en mode preview, mais vous ne pouvez rien faire sur la gouvernance, les règles de gouvernance, si vous n'avez pas validé ce plan dans la configuration de Defender for Cloud. Et sinon, bon, il y a quelques évolutions au niveau des conditions qu'on peut faire au niveau de la gouvernance, mais rien de très, très important. Alors, Azure Compute Benchmark pour les VM Azure. Donc ça, en fait, c'est un benchmark qui a été annoncé, qui est disponible maintenant et qui est aligné avec CIS. Donc, en fait, vous avez ce benchmark qui peut même être téléchargé hein, sur le site CIS. Et puis, en fait, on a englobé les recommandations et puis tout ce qui va être aligné avec CIS, avec les informations Microsoft et surtout basé sur le cloud. C'est-à-dire que ce benchmark, il s'appelle, alors il y en a plusieurs, hein, mais il y a celui de Windows Server 2019, par exemple, qui s'appelle CIS Azure Compute Microsoft Windows Server. Donc c'est vraiment aligné sur la partie cloud, c'est-à-dire qu'on a viré tous les contrôles, en fait, qui n'étaient pas intéressants dans la partie cloud. Ce qui permet d'avoir quelque chose, un, de standardisé, parce que c'est du CIS, et puis deux, qui soit vraiment adapté à la partie cloud. Une petite information, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que, parce qu'il y a eu pas mal de demandes sur le sujet, vous pouvez mettre des connecteurs dans Microsoft Defender for Cloud pour vous connecter aux environnements AWS et GCP. Très bien. Parfois, vous avez besoin d'effacer ces connecteurs. Et là, bah, en fait, c'était pas très clair sur ce qu'il fallait faire quand on effaçait le connecteur. Est-ce qu'il fallait, je sais pas, enlever l'agent Azure Arc, effacer les rôles et les ressources, parce qu'on on en a besoin de rôles spécifiques pour accéder à AWS, GCP. On va avoir des ressources particulières aussi qui vont être déployées avec les fameux scripts qui sont disponibles. Donc, effacer, en fait, le connecteur, tout simplement, c'était pas forcément suffisant. Donc, il fallait regarder un petit peu la doc pour savoir ce qu'il fallait faire. Et en fait, maintenant, il y a un super billet qui a été fait pour savoir ce qu'il faut faire et quand. Et en fait, quand on doit effacer, évidemment, il faut enlever l'agent Azure Arc, il faut effacer les rôles et les ressources, mais quand on doit recréer tout de suite après, parce qu'on a un changement à effectuer, qu'est-ce que je fais? J'efface tout et je recommence tout de zéro? Ben, en fait, pas forcément,
puisque quand vous restez dans le même environnement AWS et GCP et sur le même tenant Azure, en fait, vous n'avez pas besoin d'enlever les rôles et les ressources. Ça, c'est un point important. Donc, ça vous fait moins de boulot. Par contre, il faut tout effacer si vous avez toujours le même environnement AWS ou GCP, mais que vous prenez un tenant Azure différent. Donc, des petites choses à connaître et à savoir pour éviter de se retrouver un petit peu embêté par la suite. Alors, on avait dit la dernière fois que on était en train d'évoluer, hein, puisque la partie Defender for Server, elle a beaucoup évolué. L'intégration avec la partie Defender for Endpoint, notamment, afin de couvrir complètement la partie serveur. Donc, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre d'alertes qui étaient encore liées à ce qu'on faisait avant dans Defender for Cloud, avant l'intégration avec Defender for Endpoint. Donc, ces alertes, en fait, elles vont s'arrêter, on va les déprécier, puisque ça va être couvert complètement par la partie Defender for Endpoint. Donc il y a un certain nombre d'alertes qui vont être dépréciées, mais ça ne changera pas grand-chose au niveau du fonctionnement lui-même, puisqu'on a les équivalents dans Defender for Endpoint. Par contre, s'il y a de l'automatisation qui avait été faite ou des choses comme ça, il faudra peut-être regarder les changements de votre côté. Et puis, bon, après, quand il y a des évolutions comme ça, de plus en plus, hein, on voit souvent des tableaux de bord qui sont associés pour visualiser si, en fait, ces évolutions, quels impacts elles vont avoir, sur quels abonnements ça va se passer, etc. Pardon. Defender for Containers. Alors, Defender for Containers pour GCP, donc pour la partie Google Cloud, pour protéger les environnements GKE, voir les problèmes de configuration, des problèmes, avoir des guidelines aussi, avoir aussi les remontées d'informations sur des attaques potentielles, et puis toujours hein, les alertes d'exemple, ce qui permet, dans un cadre d'un petit POC, de monter, de savoir que les alertes elles fonctionnent bien, par exemple. Une façon simple de le faire. Après, il y a d'autres moyens hein, de remonter des alertes pour les POC, mais ça, c'est un moyen aussi de le faire. Je vous ai mis ici sur une slide les petites news qu'on pouvait avoir sur la partie, ce qui est arrivé en janvier. Donc, c'est quelques petites news, pas forcément super importantes, mais c'est bon de le savoir et puis de le noter dans un coin de sa tête. Plus besoin d'agents pour les VM Azure et Arc hein, pour avoir l'information. La remontée de la recommandation, c'était System Updates should be installed on your machines. Et donc ça, il n'y a plus besoin d'agents pour l'avoir puisque c'est intégré. En fait, de plus en plus, c'est ça, c'est de l'intégration dans les agents. On essaye de simplifier le fonctionnement des agents. On le voit avec AMA, par exemple. Synchronisation GCP et AWS Azure. En fait, quand on effaçait des VM dans GCP et AWS, en fait, on avait toujours la VM, enfin, son identité qui restait dans Azure. Donc maintenant, ça, ce n'est plus le cas. Il y a un effacement automatique, il y a une synchronisation qui est effectuée, ce qui est beaucoup plus pratique, ce qui permet d'éviter d'avoir des serveurs dormants ou des serveurs qui n'existent plus et qui ont toujours une référence dans Azure. Au niveau du Secure Score, et ça c'est plutôt pour ceux qui font des choses de façon automatique avec le Secure Score. Donc notamment, il y a un élément, une recommandation qui est protéger vos applications avec des solutions réseau avancées Azure. Et en fait, maintenant, c'est protéger vos applications contre les attaques DDoS. Donc, faites gaffe à ce genre de truc, parce que après, dans le fonctionnement, ça ne change rien, mais si vous avez de l'automatisation et qui regarde ces éléments-là, faites gaffe que vous devrez peut-être faire quelques modifs. Il y a possibilité maintenant aussi de valider en fait le fonctionnement du continuous export, donc l'export en continu
des alertes et des recommandations, hein. Ça peut être fait via un Event Hub, notamment. En l'occurrence, ici, c'est pour l'Event Hub. Bah, ça fonctionne maintenant et il y a une documentation pour le faire fonctionner quand l'Event Hub est derrière un firewall. Donc, il y a toute une documentation, c'est assez bien fait. Et puis, il y a une case à cocher ici, export as a trusted service, et puis un certain nombre de paramètres à rentrer pour que ça fonctionne correctement. Et je pense que j'ai pratiquement fini. Là, oui, je vous ai mis le petit lien aussi vers MDC-Links. Donc ça, c'est les bons liens que je maintiens ou que j'essaye de maintenir sur la partie Defender for Cloud. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous cherchez quelque chose sur Defender for Cloud, il y a de grandes chances que ce soit là-dedans, ou retrouver, je sais pas, le Ninja Training, ou des choses comme ça, ou comment s'inscrire à la newsletter, ou comment les voir, les bonnes vidéos qui conviennent et les bons événements du type les petites vidéos d'une demi-heure qui ont lieu de façon récurrente. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vais passer la main maintenant, je pense, à Caddy pour la partie sécurité Azure. Merci Jean-Philippe. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que tout est bon? Tout est bon. Super, donc on va regarder à peu près ce qui s'est passé sur Azure, sur la partie sécurité pendant ces 3 derniers mois. Alors, si on démarre, il y a eu pas mal de petites nouveautés un peu sur tous les services. Le premier étant sur Azure Bastion, donc encore en prévu, mais une nouveauté peut-être assez attendue quand même par certaines personnes, c'est la possibilité de pouvoir partager des links, des liens Azure Bastion pour se connecter à une VM cible. Sans que du coup la personne à qui on partage ce lien n'ait besoin d'accéder au portail Azure pour se connecter à la VM. Donc c'était une problématique que certaines organisations rencontraient parce qu'ils peuvent vouloir ponctuellement donner accès à une VM à une personne, un partenaire, peu importe, bref, quelqu'un qui n'a pas par exemple un compte dans l'AD de l'entreprise, et sans vouloir du coup lui donner un compte sur un accès à l'Azure Portail et lui donner donc un compte Azure AD et tout ce qui s'ensuit. Et donc avec cette possibilité-là, on va pouvoir créer un lien, on va pouvoir choisir sur quelle VM cible on veut pouvoir autoriser la connexion. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on copie le lien, on le partage à la personne cible. Et puis, elle va pouvoir utiliser ce lien sans accès au portail Azure et accéder à la VM cible. Donc, fonctionnalité assez attendue. Donc, si je vous montre rapidement à quoi ça ressemble sur le portail. Donc là, supposons on a une VM qui est là, qui a son bastion, sensor VNet bastion. Donc les gens appartenant à l'organisation qui ont déjà accès au portail Azure, ils peuvent se connecter, par exemple, directement via le portail. Par contre, s'il y a besoin de partager l'accès à une personne externe à qui on ne souhaite pas donner accès au portail, on peut déjà, dans un premier temps, il faut activer la fonctionnalité Shareable Link au niveau du bastion. Et puis, on va pouvoir venir ici et dire je crée un lien que je partage pour telle VM ou pour toutes mes VM. Et là, j'en ai fait un avant. Donc, du coup, on récupère ce lien qu'on partage avec la personne cible. Donc, ce lien-là, il ne contient pas de crédentiel, donc ça, c'est important à connaître. Donc, du coup, là, je vais changer je vais aller, par exemple, sur je vais simuler la personne cible qui n'a pas accès au portail Azure. Il n'a qu'à copier-coller ce lien-là et il va avoir cette interface-là qui l'invite à se connecter. Donc, c'est compatible RDP et SSH. Et donc, le lien ne contenant pas les crédentiels, il faut bien entendu transmettre ces crédentiels ou en tout cas donner les accès à la personne via un autre canal pour qu'il puisse faire son accès distance. Donc, si je reviens sur les slides, donc fonctionnalité encore en prévu. Autre nouveauté cette fois-ci sur Azure Firewall, c'est la possibilité de changer de SKU, d'upgrader ou de downgrader sans downtime, sans perte de disponibilité sur le service, donc via le portail, là encore.
Donc, à ce niveau-là, il y a un petit bouton Change School, encore en prévu pour l'instant. Et vous allez être guidé étape par étape pour aller vers le school cible, soit en upgrade, soit en downgrade. S'il y a des adaptations à faire au niveau des policies, vous aurez également, vous serez guidé via le portail là-dessus. Et puis après, vous allez pouvoir ainsi changer de school sans downtime. Alors, donc cette fois-ci sur les Azure Storage Accounts, il y a le support ABAC qui est passé en G1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ABAC? Donc, on sait aujourd'hui la méthode d'autorisation d'accès aux ressources la plus connue, c'est le fameux RBAC, donc Role Based Access Control. ABAC, donc pour Attribute Based Access Control, est également une autre méthode d'autorisation qu'on peut utiliser soit tout seul, soit en complément du RBAC pour définir de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus granulaire des autorisations d'accès aux ressources. Par exemple, on prend une personne qui s'appelle Chandra, qui a un rôle blob reader sur un ressource groupe. Et donc, on va pouvoir rajouter une condition. Donc ça, on est plutôt sur un RBAC, un rôle donné sur un ressource groupe à une personne. Donc, la partie ABAC, la petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir ajouter une condition pour dire, OK, il a ce rôle-là donné par le RBAC, mais uniquement sur les blobs qui ont le tag projet égale cascade. Et donc, ça va donner en résultat cette arborescence-là. Donc, si on n'avait que le RBAC, bah là, tous les projets seraient en vert. Mais avec cet ajout d'autorisation basée sur les attributs, l'autorisation ne va s'appliquer que sur les projets qui ont le bon tag. Et donc, c'est une manière de contrôler beaucoup plus finement quand on sait que parfois dans les projets, il peut y arriver que peut-être qu'il y ait eu un défaut de segmentation logique au début du projet et que dans un même projet, on ait des informations plutôt hétéroclites appartenant à divers périmètres. Donc ça, c'est une manière de rajouter de la segmentation logique au niveau des autorisations sur ce type de ressources. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore possible pour tous les rôles, seuls certains rôles supportent ce type de conditions. Donc si je vous remontre sur le portail Azure. Donc on prend un exemple, par exemple en storage account qui est là. On essaie de rajouter un nouveau rôle assignment. Alors, comme ça ne s'applique pas pour l'instant à tous les rôles, vous retrouverez dans la doc les rôles pour lesquels c'est possible. Donc, supposons on choisit un rôle blob. Donc, vous voyez ce nouvel onglet Condition qui est optionnel et qui se rajoute. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut choisir un compte. Par exemple, je prends mon propre compte. Et ici, on a donc la possibilité d'ajouter des conditions basées sur les attributs, soit en mode visuel, donc là, on ne voit pas ces conditions, ou en mode code, si on préfère. Et donc, on va pouvoir dire, pour telle action sur les blobs, par exemple, supposons je prends l'action de lecture, j'exige une condition supplémentaire qui est que, par exemple, la ressource cible est sur tel attribut, je prends n'importe laquelle, et on peut choisir du coup l'opérateur qu'on souhaite. Ça peut être l'attribut, ça peut être donc soit la requête, soit la ressource cible. Et puis on peut mettre ce qu'on veut comme condition. Et du coup appliquer cette condition supplémentaire sur l'autorisation. Cette fois-ci sur les bases de données, quelques petites évolutions. Donc d'abord le support des CMK, donc des Customer Managed Key. Donc, la possibilité pour le client de chiffrer les données avec ses propres clés plutôt qu'avec les clés de Microsoft ou du provider. Donc, aujourd'hui, ça va être possible de le faire sur Azure Database for MySQL Flexible Server et Azure Database for PostgreSQL Flexible Server. Donc, le CMK, vous connaissez déjà un peu comment ça marche. Donc, le client va mettre ses clés dans Azure Key Vault et on va associer à la base de données une identité, une User Assigned Manager Identity dans ce cas-là, pour aller récupérer ces clés-là et chiffrer ou déchiffrer les données qui sont hébergées dedans. Autre nouveauté également sur la partie, cette fois-ci, SQL Server 2002, c'est le support de l'authentification Azure AD.
Donc, c'était déjà supporté sur d'autres types de bases de données. Et maintenant, en plus, donc Azure SQL Server 2022 supporte l'authentification Azure AD. Cette fois-ci sur les private endpoints, donc je pense que c'est la dernière édition où on avait parlé des private endpoints qui supportent maintenant les NSG. Donc l'évolution continue et maintenant en plus des NSG, ils vont supporter les ASG, donc les Application Security Group. Et donc on va pouvoir leur assigner une ASG comme on le fait aujourd'hui pour une VM ou pour n'importe quel NIC qui est dans un VNet. Donc on va pouvoir associer une ASG soit lors de la création du private endpoint, soit même pour un private endpoint déjà créé, on va pouvoir venir l'associer à un ASG en posteriori. Et donc, pour faire ça, tout comme pour les NSG, sur le subnet, il faut activer une petite condition. Par exemple, si je vous montre ici sur VNet. Donc, au niveau du subnet qui contient, par exemple, notre private endpoint sur lequel on veut activer cette possibilité-là, il va falloir juste lancer, il y a un paramètre à mettre à enabled, pardon, et ça va être, comment il s'appelle? Voilà, Network Policy for Private Endpoint. Et il va falloir le mettre à enabled. Donc cette fois-ci, là, ici, on voit les NSG. Je pense que c'est ici aussi qu'on devrait voir les ASG normalement. Donc, en tout cas, je vous ai mis les liens de la doc dans les commentaires pour la mise en œuvre. Sur AKS, petite nouveauté également, mais toujours en preview, c'est la possibilité de faire un clean-up des images vulnérables avec un nouveau paramètre qu'on va pouvoir activer ou désactiver sur un cluster AKS qui s'appelle Image Cleaner. Qu'est-ce que ça fait quand on active ce paramètre-là? Il va créer un pod qui va s'appeler Razor Collector Manager Pod, qu'il va créer ce pod-là sur tous les nœuds du cluster. Et ce pod-là, il va se charger de récupérer l'ensemble des images qui sont dans le nœud, l'ensemble des images qui ne tournent pas. Donc, il va les collecter, il va les scanner. Et pour toutes les images qui sont vulnérables, il va générer une liste. Donc, soit lui, il va le générer tout seul, soit on peut également lui fournir cette liste manuellement. Et puis, une fois qu'il a généré cette liste ou qu'on lui a fourni cette liste, il va tout simplement venir supprimer toutes ces images vulnérables. Et deuxième nouveauté sur AKS, c'est la possibilité de faire de la rotation de clés SSH, donc de modifier les clés SSH si besoin sur les nœuds à AKS sans avoir à recréer donc avant, apparemment, c'était on ne pouvait pas le faire à la volée. Aujourd'hui, ça va être possible de le faire à la volée de manière seamless. Azure Container Apps, la possibilité de filtrer les IP en entrée. Donc, c'est une fonctionnalité qui existe sur beaucoup de services Azure, quasiment tous. Et donc, elle s'étend sur les quelques pour lesquels ce n'était pas encore supporté, dont Azure Container Apps. Donc, aujourd'hui, c'est possible encore en preview et donc via CLI pour l'instant, de rajouter cette condition-là via le paramètre Access Restriction qu'on va pouvoir rajouter soit pour autoriser des IP, soit pour interdire des IP. Donc, il faut faire un choix de comment on autorise. On peut pas, les deux ne sont pas compatibles. Donc, soit on va décider d'autoriser les IP et tous ceux qui ne seront pas sur cette liste seront interdits, ou l'inverse, on va interdire des IP et tous ceux qui ne sont pas sur cette liste seront autorisés. Et puis enfin, on peut le désactiver si besoin. Azure Front Door qui supporte maintenant les Managed Identities, donc fonctionnalité également en preview pour l'instant. Donc les Managed Identities, pareil, qui s'étend au fur et à mesure à toutes les ressources Azure. Donc ça va être la fonctionnalité qui va permettre aux ressources Azure d'accéder à d'autres ressources Azure de manière sécurisée, sans qu'on ait besoin de manipuler des crédentiels et sans qu'on ait besoin de rattacher en compte utilisateur, par exemple. Donc aujourd'hui, avec cette fonctionnalité sur Azure Front Door, par exemple,
on va pouvoir dire à Frondor, lui donner les permissions qui vont bien pour aller chercher un certificat ou une clé dans Key Vault de manière sécurisée sans qu'on ait besoin de le faire soi-même. Toujours sur Azure Frondor, donc là aussi, comme sur le firewall qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de migrer ou d'upgrader de manière seamless, donc sans downtime. Donc, vous savez qu'il y a les 3 SKUs sur Azure Frondor. Il y a le classique, le standard et le premium. Donc, le classique est plutôt classique, legacy. Donc, on va pouvoir migrer du SKU classique vers standard ou premium sans downtime. Donc là encore, il y a un petit onglet, une fenêtre sur le service pour guider toutes les étapes nécessaires pour y aller. Donc, il y a soit 3 étapes, soit 5 étapes, selon le type selon comment on avait configuré son Frondor. Et deuxième possibilité, c'est de pouvoir upgrader de standard vers premium sans downtime. Donc, pour l'instant, uniquement upgrader. Le downgrade n'est pas encore possible, mais l'upgrade peut se faire, là encore, via l'interface sans downtime. Toujours sur Azure Frondor, donc aujourd'hui, Azure Frondor va bloquer toutes les requêtes ou les types de requêtes ou types d'attaques, si on veut, de type domaine fronting. Donc c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui existe et qui de base n'est pas forcément malveillante, mais qui est beaucoup utilisée par contre pour des usages malveillants. Et donc c'est quelque chose qui a été bloqué sur pas mal de ressources Azure et ça s'étend sur Azure Frondor à partir de novembre 2022 pour les nouvelles ressources. Et pour les anciennes ressources, il y a une procédure via un ticket de support pour désactiver cela. Donc, qu'est-ce que ça faisait, ces types de requêtes? En fait, ça permettait à un acteur d'abord d'établir une connexion TLS avec un domaine en apparence autorisé, par exemple safe.com. Puis après, donc une fois cette connexion établie, de pouvoir discuter avec un autre sous-domaine potentiellement malveillant, potentiellement un sous-domaine que l'attaquant a peut-être créé de l'intérieur, peu importe. Donc il va pouvoir discuter avec un autre sous-domaine qu'il va indiquer uniquement dans les headers, et donc ce qui va faire que cette connexion-là, elle va passer sous les radars du monitoring et des éventuels services de sécurité. Donc lui, en apparence, on aura l'impression qu'il parle qu'avec safe.com et on ne verra pas les autres sous-domaines éventuellement malveillants avec qui il parle. Donc fonctionnalité désactivée sur Azure Frondor pour les nouvelles ressources. Azure Application Gateway, le support TLS 1.3, donc là c'est des petites évolutions, mais voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui attendaient. Donc si vous avez un Azure Application Gateway qui expose vos services web, vos API ou tout ce que vous voulez, donc vous savez que vous configurez des listeners sur lesquels vous définissez les profils TLS que vous autorisez en entrée. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle policy qui s'appelle Custom V2 sur lequel vous allez pouvoir activer TLS 1.3 si vous le souhaitez. Et donc pour l'instant, ça ne peut pas coexister avec les anciennes policies. Donc pour le faire, il faut être certain que ça ne va pas créer d'impacter vos services et que tous les clients puissent continuer à discuter avec le service. Donc sur WAF, il y a eu pas mal de petites nouveautés, donc on va les parcourir rapidement donc pour information. La première, donc c'est la possibilité de faire une transformation uppercase sur les custom rules. Donc quand on crée des règles sur le WAF pour dire sur tel type de requête, quand il y a tel paramètre, moi j'interdis ou j'autorise le trafic, donc généralement plutôt interdire. On pouvait faire un certain nombre de transformations, dont du lowercase. Maintenant, en plus, on peut faire de l'uppercase. Le support du Default Rule Set 2.1 sur Azure Global WAF, donc il me semble qu'il était déjà supporté sur le Regional WAF, et aujourd'hui il va également être disponible sur le Global WAF, donc c'est en GA. Et donc c'est basé sur cette Rule Set OWASP 3.3.2 et inclut également des règles de protection spécifiques Microsoft. Et
pour l'instant, c'est rattaché que c'est possible que pour le tiers premium de Azure Front. Cette fois-ci sur le WAF régional, un nouveau rule set qui s'appelle Bot Manager Rule Set, qui est un rule set Microsoft donc, qui a été rajouté au WAF régional et qui va permettre de automatiquement bloquer les bots malveillants éventuellement, tous les bots n'étant pas malveillants. Donc, il y a un certain nombre de règles prédéfinies avec comme action le blocage des bots identifiés comme malveillants par Microsoft, autorisation des autres, et puis pour ceux pour lesquels c'est unknown, log, et puis après à identifier de manière plus précise. Quelques améliorations sur la possibilité de faire des exceptions sur les règles WAF. Donc jusque-là, on était limité, je pense, à 40 exclusions qu'on pouvait faire sur les règles. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 200. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui étaient confrontés à ce genre de limites. Donc à savoir, et puis donc c'est une possibilité qui est également étendue au rule set Bot Manager dont on vient de parler. Aussi la possibilité de définir des actions par règle. Donc au lieu de définir des actions uniquement sur la granularité rule set, donc le rule set étant un ensemble de règles, aujourd'hui on peut définir des actions beaucoup plus finement sur la base d'une règle. On va pouvoir activer, désactiver la règle, l'autoriser, interdire ou loguer, bref, faire des actions beaucoup plus finement sur les règles. Et puis pour terminer sur cette partie évolution Azure, sécurité Azure et WAF, de nouvelles règles de détection ont été mises à disposition au niveau de Sentinel concernant justement le WAF, et donc pour faciliter les autorisations et les intégrations avec le STIEM. Et donc il y en a notamment deux, des règles sur des règles de détection d'attaque de type SQL injection et CSS sur à la fois l'OAF régional et l'OAF global. Et ce que ça va permettre de faire, bon, on peut dire que l'OAF, lui, il bloque déjà tout seul ce type d'attaque, il le fait déjà via ces règles qu'on vient de voir. Quel est l'intérêt de faire en plus une intégration avec le SIEM ou le SOR? L'intérêt, c'est d'aller plus loin justement en termes de SOR et de réponse. Donc, supposons qu'une attaque comme ça est détectée et bloquée par l'OAF et logué donc dans ces logs. Donc ces logs-là arrivent dans Sentinel. Ces règles de détection vont détecter donc ces actions qui ont eu lieu dans les logs du WAF, et ils vont pouvoir peut-être aller plus loin, par exemple en bloquant l'IP qui a été peut-être déjà bloqué. Le client a été bloqué par, ou la requête d'injection SQL a été bloquée par l'OAF. Mais Sentinel va pouvoir aller plus loin en termes de sort, et là, on peut imaginer beaucoup de use cases, non seulement bloquer l'IP plus largement pour éviter qu'il fasse d'autres types de requêtes, mais également qu'il essaie d'attaquer d'autres ressources que le WAF ou d'autres endpoints de l'organisation. Bref, des use cases à imaginer. Donc, c'est une première brique pour aller plus loin dans cette partie sort. Et donc, la prochaine étape portera sur Sentinel. Il me semble qu'il y a une pause juste avant. Alors, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Ça Ouais, on va convient, reprendre JP? Oui, à 11h05, c'est bon, ça va, Pascal? oui, je vais mettre un. Bonjour à tous, je vais mettre un timer sur l'écran. Comme ça, ça sera plus simple. Donc là, mon écran doit être partagé. Je vais mettre ça. Et puis, je vais enlever ça. Et puis, tu me confirmes, JP, si ça se passe bien. Mais si je fais ça, on devrait voir un timer qui va se dérouler. Donc, Très on se bien. retrouve dans 10 Parfait. minutes.
Allô, allô. Donc, le temps est écoulé, donc j'espère que vous avez pris le temps de vous restaurer et plus si affinité. On va recommencer donc avec une partie sur les nouveautés de Microsoft Sentinel. Et ça tombe bien puisqu'on a largement parlé tout à l'heure avec Daniel et Étienne. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a eu, je crois que c'était la semaine dernière, si je me souviens bien, une session en ligne sur les nouveautés des 6 derniers mois. En fait, ça couvrait la période de mai à décembre 2022. Donc, c'est sur YouTube. Il y a le PowerPoint qui est partagé également. Donc, voilà, vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet à l'occasion de cette vidéo d'1 heure, en gros, sur les nouveautés Sentinel. Donc, première chose que je voulais raconter, c'est les connecteurs qui utilisent l'agent AMA. Donc, tout à l'heure, Daniel en a parlé de cet agent, le nouvel agent Azure Monitor Agent, AMA. Il en a parlé pour vous parler du connecteur Windows Forwarded Events, qui est toujours en preview. Donc, celui-ci, on en a déjà parlé. Il vous a également parlé du connecteur Windows Security Events, qui permet de récupérer directement les événements de sécurité avec le filtre, etc. Il y a un autre connecteur qui utilise l'AMA qui existe et qui est en preview toujours, qui est le Windows DNS Events, qui permet de récupérer les événements DNS de serveurs Windows, DNS. Et puis, il y en a un nouveau qui est super intéressant puisque c'est le connecteur qui permet de récupérer les événements au format Ceph, donc depuis des machines Linux typiquement, qui font du syslog et du Ceph, du CEF, Common Event Format. Donc maintenant, l'agent AMA permet de récupérer ces événements au format Ceph. Donc c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, on était obligé de rester avec le MMA pour tout ce qui était Ceph et syslog. Donc ça y est, enfin, ce côté-là est débloqué, ce qui nous permet de définir également des forwarders qui vont utiliser l'agent AMA, des forwarders intermédiaires, hein, et donc de se passer complètement de l'agent Log Analytics historique pour ce genre de scénario. Donc vous voyez sur la droite, là j'ai récupéré un petit screenshot de comment ça se passe quand on définit la DCR, la Data Collection Rule, pour récupérer des informations au format Ceph. On va pouvoir sélectionner les facilities de syslog qu'on va sélectionner et le niveau de log qu'on va sélectionner pour chacune d'entre elles. Donc voilà, on continue notre lancée sur l'agent AMA et on s'approche de plus en plus d'une parité fonctionnelle entre l'agent AMA et l'ancien agent MMA. Ce qui est une bonne chose. Sujet connexe mais sans rapport. Il y a un nouvel agent, une nouvelle version du plugin pour Logstash qui utilise les DCR également. Donc pareil, on développe l'utilisation des Data Collection Rules. Voilà pour l'agent AMA et les DCR. À propos donc du format Ceph et donc de cette fameuse table Common Security Log qui reçoit les événements au format Common Event Format, cette table va connaître a déjà connu un changement de format, de schéma, qui a déjà été mis en œuvre depuis le mois de novembre et qui va être définitif fin février. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 28 février 2023, les nouvelles données qui vont être importées dans cette table au format Ceph vont être au nouveau schéma. Donc, le nouveau schéma, il n'est pas extraordinairement différent de l'ancien, mais j'ai fait un screenshot de la table des différences en bas pour que vous ayez une idée. En fait, il y a 3 champs ici, le Event Outcome, Reason et Device and Event Category, qui sont sortis du champ commun Additional Extensions, et donc qui ont leur propre colonne. Et puis, il y a 4 autres champs qui changent de nom et qui changent de type. Par exemple, l'external ID qui devient EXT-ID et qui passe de int32 à string. Et puis les 3 autres, là, les device custom number, machin, qui changent de nom et qui passent d'un entier à 32 bits à un entier à 64 bits. Donc voilà, des changements mineurs, mais il n'empêche qu'il faut absolument le prendre en compte puisque les formats vont changer.
Donc, ça veut dire que toutes les requêtes KQL qui vont utiliser cette table, Common Security Log, vont devoir être modifiées. Modifiées d'une façon pour prendre en compte le nouveau schéma, mais également pour prendre en compte le fait que les anciennes données qui ont été importées dans la table avant le 28 février, eh ben, elles seront restées à l'ancien schéma. Donc, il va falloir faire des manips, des unions, des trucs comme ça, pour prendre en compte les deux schémas qui vont cohabiter dans cette table. Le cas échéant, hein, si on est concerné par des anciennes données dans cette table. Ça veut dire qu'il faut absolument faire des mises à jour dans toutes nos requêtes KQL avant le 28.2, et il faut également informer nos clients qui sont concernés et qui auraient des requêtes qui utilisent cette table. Alors rassurez-vous, sur tous les contenus standards proposés par Microsoft, que ce soit les règles de détection, les requêtes de hunting, les workbooks, les parseurs, etc., tout ceci est déjà mis à jour. Il suffit de faire les mises à jour des solutions en question pour avoir les contenus mis à jour et qui prennent en compte le nouveau schéma. À propos donc des contenus et solutions, il y a plein de nouveautés. Ce serait compliqué de passer un petit sur l'ensemble, mais j'en ai retenu quelques-unes qui sont intéressantes. Disons qu'il y a une nouvelle solution pour ServiceNow qui a été annoncée récemment. Donc, c'est intéressant puisque tout à l'heure, je vais vous montrer des fonctionnalités qui vont dans le sens où on développe nous-mêmes des fonctionnalités de gestion d'incidents complètes, de façon à arriver à une solution qui se suffit à elle-même, même au niveau gestion des incidents. Mais il n'empêche que beaucoup de clients ont leurs habitudes avec des services de gestion d'incidents tiers. Et donc, on continue à leur permettre de travailler très bien avec leurs solutions de gestion d'incidents tierces. Donc, par exemple, ServiceNow, pour lequel on propose maintenant une solution de synchronisation bidirectionnelle des incidents entre Sentinel et ServiceNow. Comme ça va simplifier encore plus le travail pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec ServiceNow. Plusieurs articles qui présentent des nouveautés au niveau du nombre de solutions dans Microsoft Sentinel, dans le Content Hub. Une nouveauté intéressante, c'est que je vais vous montrer d'ailleurs dans le portail, c'est les contenus standalone et les nouvelles fonctionnalités de management à l'échelle au niveau de la gestion des contenus. Donc, tout ceci dans le fameux Content Hub. Donc, si on va aujourd'hui dans le Content Hub, qui est toujours en preview d'ailleurs, tiens. Donc, on se rend compte qu'il y a quelques petites nouveautés, comme par exemple, on voit qu'on a un certain nombre de solutions qui sont proposées ici. Donc, ces solutions qui sont qui ont plusieurs types, plusieurs types de contenus, des règles analytics, des connecteurs de données, des requêtes de hunting, des parseurs, des workbooks, etc., des playbooks. Mais ce n'est pas tout. À côté de ça, on a également des contenus standalone. Et qu'est-ce que c'est que ces contenus standalone? Eh bien, c'est ce qu'on trouvait classiquement, ce qu'on trouve encore classiquement d'ailleurs en plusieurs endroits du portail, à savoir des workbooks, des règles analytics, des requêtes de hunting, des playbooks, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc voilà, on trouve tous les contenus standalone en plus des contenus sous forme de solutions, regroupés en solutions. Et on voit qu'on a un certain nombre maintenant, 278 solutions et 268 contenus standalone. Autre chose qui a changé, c'est la gestion donc à l'échelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on veut, par exemple, déployer en une seule opération un certain nombre de contenus, on va pouvoir le faire en passant en mode liste ici. Et là, on va pouvoir faire des requêtes sur l'ensemble des contenus, donc l'ensemble des solutions et standalone contents, contenus standalone. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire des recherches ici. Je ne sais pas, si je cherche Cisco, je vais voir l'ensemble des contenus correspondant à Cisco, si j'ai beaucoup de Cisco sur mon réseau d'entreprise, du standalone, par exemple, et puis, voilà, que je peux cocher ici, et puis des solutions, si j'ai de l'ASA, du Secure Endpoint, etc. Et ce que j'aurais sélectionné ici dans ma liste, je vais pouvoir l'installer en une seule opération en cliquant sur Install ou Update ici.
Donc, je vais pouvoir en une seule opération, donc je vais pouvoir déjà sélectionner avec des fonctionnalités de sélection intéressantes, assez complètes. Donc, notamment, je vais pouvoir aussi également sélectionner avec ces critères de sélection ici. Et puis, en une seule opération, soit faire des mises à jour, soit si j'en avais, vous voyez le principe. Hop, select all, apply. Donc, c'était pour ceci. Il y a pas mal de solutions également de gestion, d'automatisation, de playbook